Il est le sage parmi les sages. Stephen Breyer fait partie des 9 juges qui siègent à la Cour suprême des États-Unis, nommé en 1994 par Bill Clinton. Il fait partie parmi ces 9 juges des 4 membres progressistes. Francophone et grand francophile, il est le seul parmi ces 4 sages à lire Proust ou encore Stendhal dans le texte. Dans son dernier livre, La Cour suprême, le droit américain et le monde, aux éditions Odile Jacob, le juge s'interroge sur la notion de droit national à l'heure de la mondialisation et de la globalisation. Bonjour Stephen Breyer, Bonjour. Merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Je vous remercie de m'avoir invité. Et bienvenue à vous. Vous êtes donc de retour avec ce nouveau livre sur la Cour suprême, le droit américain et le monde, préface de Guy Canivet. Alors commençons, si vous le voulez bien, par l'actualité. La question se pose aux États-Unis, en Grande-Bretagne, mais aussi en France aujourd'hui, puisque des jeunes partis combattre en Syrie ont été tués récemment par un bombardement de l'aviation française. Alors, il y a une polémique parce que certains se posent la question de savoir si c'est légal ou si c'est illégal de tuer ses propres ressortissants sur un terrain étranger. La question est compliquée. Est-ce que vous pouvez nous aider à mieux y répondre? Malheureusement, non. Parce que nous ne tranchons que des affaires devant nous. S'il y a une telle affaire, vous auriez une autre réponse. Mais c'est absolument interdit à parler de quelque chose qui va peut-être apparaître à la salle de la Cour. Alors, vous montrez les limites du principe de territorialité des lois pour résoudre les contentieux auxquels vous êtes amené à travailler. Nous vivons en effet dans un monde, Stephen Breyer, de plus en plus interdépendant, soumis à des défis communs, souvent inédits. À partir de quand, peut-être, d'abord, cette question s'est-elle posée, selon vous? Je ne sais pas exactement le moment qu'il a commencé, probablement toujours. Mais ce que je l'aperçois, c'est de mes 20 ans, à la Cour suprême, je vois comment ces questions, les numéros des affaires, le nombre des affaires avec ces questions augmente. Il augmente. Maintenant, probablement, c'est 15%, 20%, où il est absolument nécessaire de s'informer de ce qui arrive au-delà de nos frontières pour résoudre bien l'affaire devant nous. Prenons un exemple. Vous, est-ce que vous avez le souvenir récemment d'une affaire particulière, sans entrer dans les détails, mais dans quel domaine est-ce que vous avez été confronté à cette problématique de confrontation entre le droit américain et le droit international? Je vais vous donner un excellent exemple. Dolly Filartiga, de Paraguay, dans les années 70, elle vient à New York. Et qui est-ce qu'elle trouve? Le tortionnaire de son frère. Elle a trouvé aussi une ancienne loi promulguée en 1789, probablement pour dédommager les victimes des pirates. Mais avec cette loi, à la Cour américaine, elle a trouvé des dommages. Elle revient à Paraguay et dit, je viens aux États-Unis pour regarder cette tortionnaire et je reviens avec beaucoup plus. Maintenant, il y a beaucoup des affaires comme cela et il soulève des questions très, très difficiles avec des implications pour beaucoup des pays dans le monde. Alors, de fait, un nombre de décisions de la Cour suprême, qui, on le rappelle, est la plus haute juridiction des États-Unis, ne se limite plus aux frontières de votre pays. Il y a une dimension planétaire, c'est ce que vous expliquez dans ce livre. Donc, il y a un devoir envers les citoyens américains, mais aussi envers les populations du monde entier. S'il y a un problème de la sécurité, par exemple, un problème de la sécurité, la Constitution des États-Unis, comme en France, donne la responsabilité au président, au Congrès, au Parlement, mais pas aux juges. Mais si ce problème a des limites pour le droit de l'homme, qui protège le droit de l'homme? Les juges. Donc, il y a un conflit. Il est nécessaire à trouver un équilibre. En essayant de trouver cet équilibre, il faut, je crois que je démontre, il faut savoir ce qu'il arrive au point de vue de la sécurité, au-delà de nos frontières, en Europe, en Proche-Orient, mais aussi il faut savoir ce qu'ils font les autres tribunaux. Le tribunal de la France, par exemple, le tribunal de l'Angleterre. Par cette moyenne, on peut trouver une réponse qui est bien.
Alors, d'autres domaines, bien entendu, vous avez cité celui de la sécurité, il y a celui du droit aussi, de la concurrence, celui de la famille, de la propriété intellectuelle. On le voit d'ailleurs à l'heure des réseaux sociaux, avec les grands groupes sur Internet que l'on ne va pas citer. Vous donnez dans votre livre, Stephen Breyer, des pistes pour organiser cette mondialisation du droit, parce que c'est bien comme ça qu'il faut l'appeler, pour répondre à des enjeux complexes. Et vous appelez par exemple à une diplomatie judiciaire. Expliquez-nous. Que les juges, de plus en plus, de plusieurs pays, ont un travail qui est beaucoup plus similaire. Ils ont des documents similaires. Ils ont des problèmes similaires. Donc, s'il y a quelqu'un comme moi, un homme ou une femme, comme moi, juge, avec un document comme le mien, droit de l'homme, avec un problème comme celui de le mien, droit d'auteur, concurrence, sécurité, droit de l'homme. Pourquoi ne pas lire ce qu'ils disent et si j'ai la possibilité de les rencontrer, tant mieux. Oui. Mais prenons par exemple un autre exemple concret, si vous le voulez bien, monsieur le juge. Prenons ceux que l'on appelle les lanceurs d'alerte. Je ne vous demande bien entendu pas aujourd'hui de vous positionner, mais prenons un citoyen américain qui est devenu lanceur d'alerte comme Edward Snowden, qui se trouve à l'étranger. Pour certains, c'est un héros, y compris parmi vos citoyens. Pour d'autres, c'est un traître au contraire. Lui, il pourrait un jour, par exemple, se tourner vers votre juridiction. À ce moment précis, qu'est-ce qui va prévaloir? Est-ce le droit américain ou est-ce le droit international? Malheureusement, vous avez devant vous un des très peu de personnes qui sont interdits dans un sens d'avoir un avis. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a un système pour déterminer des affaires pour un juge, pour trancher. On lit des mémoires. On a peut-être 40, peut-être 30, peut-être 50 mémoires écrit maintenant par des avocats partout dans le monde. On a une procédure orale. Après cela, on discute. Après cela, on essaie à écrire une opinion. C'est un essai de 15 pages à 20 pages. Et après tout ça, on a une décision. Et on trouve que la décision ultime qui compte, de temps en temps, est bien différente de ce qu'on aurait dit à des amis ou même en télévision. C'est donc, ça peut être très technique et c'est très profond. Alors, vous prenez donc un dialogue international harmonieux, c'est-à-dire entre tous les pays. Les États-Unis sont la plus grande puissance au monde. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le risque que le droit devienne parfois un outil de domination, un outil d'hégémonie? Est-ce que c'est une question qui se pose? Je comprends la question parfaitement. On ne sait jamais la réponse, mais je crois que non. Et la raison qu'avec un interchange, avec les idées, on ne prend pas comme juge sa propre loi. Le problème pour un juge, c'est de trouver la réponse. Et si je peux prendre quelque chose parce que les autres ont fait, tant mieux. Ce n'est pas une concurrence. Il n'y a pas des prix pour les gagneurs. Il n'y a pas des perdantes. C'est une conversation. Dans une conversation, ce qui compte sont les reliques qui restent à l'esprit des personnes qui participent à cette conversation. Voilà la conversation des juges. Quand je dis domination, monsieur le juge, je vous pose la question parce que c'est vrai que la justice américaine, depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, est au créneau s'agissant des affaires, par exemple, financières, comme le blanchiment d'argent, comme les évasions fiscales, comme des banques britanniques, HSBC, qui ont été poursuivies. Il y a aussi l'affaire, vous savez, de la FIFA, la Fédération internationale de football. Là encore, la justice des États-Unis est à la pointe. Est-ce que, par exemple, ceux qui critiquent et qui disent que ce n'est pas la justice américaine de mener tous ces dossiers, est-ce que là, justement, vous dites c'est dans ces dossiers précis qu'il faudrait plus de coopération? Justice américaine, justice suisse, par exemple? Il y a deux problèmes différents. Nous avions des affaires, par exemple, avec de la concurrence, où pour interpréter la loi américaine, quelques mots dans le texte, il était absolument nécessaire de recevoir le point de vue des autorités en Europe et pour faire une interprétation qui comparaison harmonisée. Autre problème de ce qu'on a écrit maintenant en France et aux États-Unis. S'il y a des amendes horribles, qu'est-ce qu'on peut faire? Et la réponse est que
On ne peut rien faire dans les tribunaux sans que quelqu'un les conteste et ils sont le sujet d'une affaire. Mais nous avons exactement le même espèce de problème dans le droit pénal où un inculpé est convaincu d'entrer un plaidoyer de coupable. Pourquoi? C'est le procureur. Le procureur dit, il faut coupable ou non, je vous poursuis pour une plus grande peine. Que faire? Moi, je dis. En France, les procureurs sont des juges. Ils sont formés comme juges. C'est un juge de parquet. Et à Bordeaux, il y a une école pour former ces procureurs comme juges. Pourquoi nous, Américains, pourquoi ne pas apprendre quelque chose de cela? Et les envoyer peut-être en France, les envoyer à Bordeaux ou à quelque chose de similaire pour les former comme juges, s'ils sont vraiment les personnes qui déterminent les peines. Alors, Steven Breger, cet échange que vous appelez de vos voeux, il est donc au cœur de votre livre. Peut-être une question tout de même sur l'appellation même. En France, les membres du Conseil constitutionnel, on les appelle les sages, par exemple. Est-ce que, je vous vois hocher les épaules, est-ce que vous, par exemple, aux États-Unis, vous avez un nom qui vous est attribué de la sorte à la Cour suprême? C'est très difficile en français. Parce que les juges, comme d'habitude, une forme de la politesse, on les appelle juges. Ou pour un juge à la Cour suprême, on les appelle justice. Mais on ne peut pas faire cela avec le français. Pas de surnom. Donc je suis tout à fait content qu'on m'appelle juge. On a cherché haut conseiller ou quelque chose comme ça. Non. Juge, c'est un titre d'honneur. Et j'en suis tout à fait contente avec ça. Et qui inspire déjà le respect. Alors, c'est en français que vous répondez et parfaitement à cet entretien, à nos questions sur TV5 Monde, qui, vous le savez, parce que je sais que vous nous suivez du territoire américain. TV5 Monde est la chaîne culturelle francophone mondiale. Comme le veut la tradition, quel est votre rapport à la langue française? Je parlais tout à l'heure de Proust, de Stendhal. Quel est votre rapport à la langue de Molière? C'était un ambassadeur, il y a 20 ans, Bougeon de temps, qui a dit « Pourquoi est-ce que vous, moi, ne parliez en français ?» Depuis, il a dit 15 minutes chaque jour, 30 minutes chaque jour. J'ai pensé que c'était une excellente idée, j'ai allé essayer et j'ai gagné beaucoup. Parce que la pensée est différente, la culture est différente. Donc, si on fait un peu d'effort, ce n'est pas trop. Avec un peu d'effort, on peut ouvrir une fenêtre sur une culture et une langue tout à fait différente que l'anglais. Et c'est un grand plaisir de connaître quelque chose de cette culture et de cette terre de la France. Steven Breger, juge à la Cour suprême des États-Unis sur TV5 Monde. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle le titre de votre livre, La Cour suprême, le droit américain et le monde. Préface de Guy Canivet, c'est aux éditions Odile Jacob. Merci à vous, Steven Breger. Je vous remercie.